Le PEA, plan d'épargne en action, c'est l'un des outils les plus puissants qui existent en France pour investir en bourse et construire un patrimoine sur le long terme. C'est puissant fiscalement, c'est puissant par sa simplicité et pourtant, il est encore mal compris et encore plus mal utilisé. Donc si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est que tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour réussir en bourse. Et cette vidéo, elle est faite pour que ce soit la seule vidéo que tu auras besoin de regarder en 2026 sur le thème du PEA. Donc tu cherches sans doute à comprendre, tu veux te former et tu ne veux pas laisser ton avenir financier au hasard. Et la majorité des gens ne se posent pas ces questions. Ils laissent leur argent dormir, ils repoussent, ils espèrent que ça ira. Et il y a de grandes chances que tu sois exactement dans le profil pour lequel le PEA a été créé. Un particulier qui travaille, qui a de l'épargne et qui veut investir intelligemment sur le long terme. Mais le vrai problème, c'est que beaucoup de personnes comprennent mal ce PEA et donc s'en servent très mal. Ou même ne s'en servent pas du tout. Donc résultat, c'est un outil exceptionnel qui est saboté par manque de méthode. Et donc c'est précisément pour ça que cette vidéo existe. Dans ce guide ultime du PEA, je vais tout te montrer sur le PEA de A à Z. Et cela pour que cette vidéo soit la seule que tu auras besoin de regarder en 2026 pour tout comprendre à l'investissement avec le PEA. Ça ne sera pas la surface, donc reste bien jusqu'à la fin, parce que tout au long de la vidéo, je vais te partager plein de ressources concrètes. Je vais te partager des études de cas pour que tu comprennes tout ce que tu as besoin de savoir à 100% sur le PEA. Et donc, tu auras une explication claire, concrète et applicable. Et donc, à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement ce qu'est vraiment un PEA, comment il fonctionne, ce que tu peux acheter dedans, comment la fiscalité marche vraiment et surtout, comment l'utiliser correctement pour construire un patrimoine solide sur 10, 20 ou 30 ans. Donc on commence maintenant par la base, comprendre ce qu'est réellement un PEA simplement. Et rapidement, avant d'aller dans les détails, je m'appelle Nicolas, j'ai étudié la finance à Paris-Dauphine puis HEC Paris, j'ai ensuite travaillé en banque d'investissement et maintenant j'investis en bourse depuis mes 18 ans et depuis plus de 5 ans, je crée du contenu sur les finances personnelles pour rendre l'investissement plus clair et accessible. Je suis aussi le fondateur de e-Investing où on accompagne depuis plus de 3 ans des milliers de personnes à construire une stratégie long terme en bourse. Et enfin, je suis aussi conseiller financier certifié par l'AMF et agréé par l'ORIAS. Donc partie 1, c'est quoi le PEA simplement? Donc le PEA ou le plan d'épargne en action, c'est un compte d'investissement qui est créé par l'État français pour encourager les particuliers à investir en bourse sur le long terme. Donc concrètement, c'est une enveloppe fiscale, donc ce n'est pas un placement en soi. Ce n'est pas un produit financier. C'est un support dans lequel tu peux investir en actions et en ETF avec un énorme avantage fiscal à la clé. Et comme son nom l'indique, plan épargne en action, tu as donc que des actions, soit sous forme d'actions individuelles, soit sous forme de fonds comme des ETF. Donc tu n'auras pas de crypto, pas d'obligations, pas d'autres produits dedans. Donc concrètement, un PEA fonctionne avec deux éléments. Premièrement, tu as un compte espèce où tu verses ton argent, tes euros. Et après, tu as un compte titre où sont logés tes investissements. Donc tu déposes tes euros sur le compte espèce de ton PEA et après tu les utilises pour investir via le compte titre de ton PEA. Et ce qui est magique sur le PEA, c'est que c'est une enveloppe capitalisante. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tant que tu ne retires pas l'argent dans ton PEA, tu n'es pas imposé. Donc imaginons, tu achètes une action à 100 euros et tu la revends à 200 euros. Tes gains ne sont pas imposés sur ton PEA tant que tu ne fais pas de retrait. Et ne pas faire de retrait, c'est-à-dire ne pas retirer tes 200 euros de ton PEA vers ton compte bancaire. Et c'est exactement pour ça que le PEA est souvent considéré comme l'outil numéro 1 pour investir en actions en France quand on raisonne sur le long terme. Et par ailleurs, tu as aussi un gros avantage fiscal qui après 5 ans, donc tu as une imposition allégée à 18,6% d'impôt au lieu de 31,4%. Et avant 5 ans, en cas de retrait, ton PEA sera fermé et tu seras imposé à 31,4% d'impôt sur tes gains. Maintenant, partie 2. Qui peut ouvrir un PEA? Avant d'ouvrir un PEA, il faut vérifier quelques règles très simples. Elles sont importantes parce qu'un PEA mal ouvert ou mal compris peut poser vraiment des problèmes dans le futur. Et bonne nouvelle, pour la majorité des personnes qui regardent cette vidéo, le PEA sera donc accessible. Donc pour ouvrir un PEA classique, il faut être déjà majeur, donc avoir au moins 18 ans. Et il n'y a pas d'âge maximum, on peut avoir plus de 100 ans et ouvrir un PEA. Tu peux ouvrir un PEA à 18 ans comme à 40, 50, 60 ans. Simplement, plus tu l'ouvres tôt, plus tu profites de son principal atout, le temps pour avoir l'avantage fiscal après 5 années de détention. Il existe aussi un PEA jeune qui est destiné aux personnes qui ont entre 18 et 25 ans et qui sont encore rattachées au foyer fiscal de leurs parents. Et donc, on reviendra dessus juste après. Et donc, pour ouvrir et conserver un PEA, il faut être aussi résident fiscal français. Ça, c'est un point clé parce que le PEA est un avantage fiscal accordé par l'État français. Donc, il est réservé aux personnes imposées en France. Et donc, si tu quittes la France, le PEA n'est pas automatiquement fermé. Mais son fonctionnement fiscal peut changer selon ta situation et le pays de destination. Et ça, c'est un sujet à part entière, mais retiens une chose simple, le PEA est conçu avant tout pour les résidents fiscaux français. Et il existe 3 grandes formes de PEA. Premièrement, le PEA classique, c'est le plus connu. C'est celui que la majorité des investisseurs utilisent. Donc ça te permet d'investir en actions européennes et en ETF éligibles avec un plafond de versement de 150 000 euros. Tu as aussi le PEA jeune qui est une version allégée du PEA classique. Donc c'est réservé aux 18-25 ans qui sont rattachés
au foyer fiscal de leurs parents. Le plafond est plus bas, c'est 20 000 €, mais c'est un énorme avantage, ça permet de prendre date directement à l'ouverture à nos 18 ans. Et quand le jeune se détache fiscalement, le PEA jeune peut être transformé en PEA classique et le PEA jeune devient automatiquement PEA classique à 25 ans. Et c'est un excellent outil pour démarrer tôt dans nos investissements, même avec de petits montants. Et enfin, on a aussi le PEA PME qui est une extension du PEA. C'est destiné à financer les petites et moyennes entreprises et les ETI européennes. C'est un plafond spécifique et distinct du PEA classique, 225 000 €. Et attention, les entreprises sont plus petites, on a une volatilité plus forte et ce n'est généralement pas la priorité quand on débute parce que c'est un peu plus technique. Et donc le PEA PME peut avoir du sens en complément, mais c'est rarement utile comme premier choix pour investir. Maintenant, combien de PEA peut-on avoir? Et c'est une règle très importante. Pour l'instant, en France, tu ne peux avoir qu'un seul PEA classique par personne, un seul, et ça tout établissement confondu. Si on ouvre 2 par erreur, l'administration fiscale peut requalifier la situation et te faire perdre les avantages fiscaux. En revanche, tu peux avoir un PEA classique et un PEA PME en plus, mais jamais 2 PEA classiques. Aussi, le PEA est toujours individuel, il n'y a pas de PEA joint. Et dans un couple, chaque personne peut avoir son propre PEA, donc un couple peut avoir 2 PEA classiques et éventuellement aussi 2 PEA PME. Et donc ça c'est très important dans une stratégie patrimoniale, ça permet donc de doubler les plafonds, de lisser le risque et d'optimiser la fiscalité à l'échelle du foyer. Donc petite conclusion au niveau de cette partie, donc si tu es majeur, résident fiscal français, tu es très probablement éligible au PEA et donc ça c'est une excellente nouvelle pour la suite de ta stratégie d'investissement qu'on va voir dans cette vidéo avec le PEA. Donc partie 3, fonctionnement concret du PEA. Maintenant que tu sais ce qu'est un PEA et qui peut en ouvrir un, on va rentrer dans le concret. Parce que le PEA sur le papier c'est simple, mais dans la pratique, beaucoup de gens font des erreurs. Simplement parce qu'ils ne comprennent pas vraiment comment il fonctionne réellement. Un PEA est toujours composé de 2 parties indissociables. Premièrement, on a un compte espèces et c'est là que ton argent arrive quand tu fais un versement. C'est aussi là que passent les dividendes quand tu les reçois, les ventes quand tu les encaisses, les liquidités non investies. Ensuite, tu as un compte titre et c'est là que sont logées tes actions, tes ETF, bref tes investissements. Ce que tu achètes réellement en bourse, c'est sur ton compte titre et tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre. Le compte espèces sert de, on va dire, sas et le compte titre sert à investir. Donc le fonctionnement est très logique. Tu verses de l'argent sur ton PEA, cet argent arrive sur le compte espèces. Ensuite, tu utilises cet argent pour acheter des actions ou des ETF. Donc l'argent quitte le compte espèces et les titres apparaissent sur le compte titre de ton PEA. Si tu vends un titre, l'argent revient sur le compte espèces et tu peux soit le réinvestir, soit le laisser en attente. Tant que l'argent reste à l'intérieur du PEA, il reste dans l'enveloppe fiscale, donc tu n'es pas imposé. Et ça, c'est vraiment un point fondamental. Les dépôts sont assez simples, tu peux verser de l'argent quand tu veux, dans la limite des plafonds, donc 150 000 €. Il n'y a aucune obligation de versement régulier, tu peux arbitrer librement à l'intérieur du PEA. Les arbitrages, du coup, c'est le fait de vendre un actif pour en acheter un autre. Donc vendre un ETF, acheter un autre ETF, changer de stratégie, passer à des actions. Bref, tout ça c'est possible sans fiscalité immédiate tant que tu ne sors pas d'argent du PEA et que tu le remets vers ton compte bancaire classique. Donc les retraits, eux, en revanche, sont le point le plus sensible. C'est là que beaucoup de personnes se trompent. Peut-on vendre sans casser le PEA? Je l'ai déjà dit, mais du coup, oui. Ça, c'est une confusion très fréquente. Vendre un titre dans ton PEA avant les 5 ans ne casse pas le PEA. Tant que l'argent reste sur le compte espèces du PEA, dans ce cas-là, il y a 0 problème. Ce qui casse potentiellement PEA, ce n'est pas la vente, c'est le retrait d'argent vers ton compte bancaire personnel avant 5 ans. Maintenant, peut-on garder du cash sur un PEA? Du coup, oui, parfaitement, tu peux avoir 100% investi, 50% investi ou même 100% en cash sur ton PEA, 100% sur le sol espèce. Et le cash, c'est pas interdit, ça rapporte rien, mais ça pose aucun problème réglementaire. Et c'est parfois utile quand tu attends un point d'entrée, quand tu viens de vendre ou simplement quand tu veux avancer progressivement. Maintenant, que se passe-t-il si on retire trop tôt son argent de son PEA? Et c'est ici qu'il faut être très clair. Avant 5 ans, tout retrait d'argent entraîne la clôture du PEA. Automatiquement, ça veut dire le PEA est fermé, les gains perdent l'avantage fiscal et ils sont imposés comme sur un compte titre classique à un compte titre ordinaire à 31,4%. Après, il existe quelques cas très spécifiques d'exonération, accident de la vie, etc. Mais dans 99% des situations, retirer avant 5 ans, c'est perdre l'intérêt fiscal du PEA. Donc conclusion de cette partie, tu peux acheter, vendre, arbitrer librement dans ton PEA. Tu peux garder du cash, mais tant que tu veux profiter pleinement de l'avantage fiscal, l'argent doit rester à l'intérieur du PEA, surtout pendant les 5 premières années. Dans la prochaine partie maintenant, on va rentrer dans le cœur du sujet, la fiscalité du PEA. Et tu vas comprendre pourquoi cet outil est aussi puissant sur le long terme. Donc partie 4, les règles fiscales. Donc si tu dois retenir une seule chose de toute cette vidéo, c'est probablement celle-ci. Le PEA n'est pas puissant par hasard, il est puissant à cause de sa fiscalité. Et c'est justement là que beaucoup de personnes se trompent ou utilisent mal cet outil. On va donc reprendre les règles calmement, dans le bon ordre, sans jargon inutile. Donc comme je te l'ai dit, avant 5 ans, le PEA est fragile.
Concrètement, si tu fais un retrait d'argent avant les 5 ans d'ancienneté du plan, ton PEA est clôturé automatiquement. Les conséquences sont simples, comme je te l'ai dit, les gains réalisés depuis l'ouverture perdent l'avantage fiscal du PEA et ils sont imposés comme sur un compte titre classique à 31,4%. C'est-à-dire impôt sur le revenu plus prélèvements sociaux via la flat tax en vigueur. Donc ouvrir un PEA pour retirer de l'argent au bout de 2 ou 3 ans n'a pas d'intérêt. Le PEA, c'est vraiment un outil long terme par construction. En revanche, une fois les 5 années passées, c'est là que le PEA devient vraiment intéressant. Une fois les 5 ans passés, dans ce cas-là, tu peux retirer de l'argent quand tu veux, sans clôturer ton PEA et sans payer d'impôt sur le revenu sur les gains. Tu auras uniquement tes prélèvements sociaux de 18,6% à payer. Et les plus-values et les dividendes sont alors soumis, comme je te l'ai dit, uniquement à prélèvements sociaux, 18,6% d'impôt. Avant, on était à 17,2 et en 2026, bienvenue en France, on a eu une augmentation d'impôt. Et ça, c'est une différence massive par rapport à un compte titre ordinaire, donc un CTO. Sur le CTO, tu auras impôt sur le revenu plus prélèvements sociaux. Là, tu as uniquement prélèvements sociaux. Et l'impôt sur le revenu dépend de la tranche d'imposition, alors que les prélèvements sociaux, eux, sont fixes et s'appliquent à tout le monde de la même manière. Et donc, sur un période de plus de 5 ans, tu échappes totalement à l'impôt sur le revenu sur les gains, ce qui te protège surtout si tes revenus augmentent avec le temps. Et c'est une fiscalité très lisible, très stable et très favorable sur le long terme. Et après 5 ans, tu n'es pas obligé de tout sortir d'un coup. Tu peux faire des retraits partiels, ton PEA va rester ouvert, tu continues d'investir et seule la part correspondant aux gains est soumise aux prélèvements sociaux. Et ça, c'est extrêmement pratique pour compléter un revenu, financer un projet ou lisser des retraits dans le temps. Et si tu décides de clôturer totalement ton PEA après 5 ans, le principe est exactement le même. Les gains sont toujours soumis uniquement aux prélèvements sociaux, mais il n'y a toujours pas d'impôt sur le revenu. Fiscalement, donc il n'y a pas de punition à fermer un PEA après 5 ans, c'est toi qui choisis. Au niveau des fausses idées qu'on peut avoir sur le PEA, la première c'est dès que je vends, je paye des impôts. Comme on l'a déjà vu, c'est faux. Tant que l'argent reste dans le PEA, il n'y a aucune fiscalité vu que c'est une enveloppe capitalisante. Deuxième chose, les dividendes sont taxés chaque année. Encore là, c'est faux. Dans un PEA, les dividendes sont uniquement taxés quand on fait un retrait. S'ils restent sur le sol d'espèce, ils ne sont pas taxés. Troisième idée fausse, le PEA c'est compliqué fiscalement. En réalité, c'est l'une des enveloppes les plus simples à gérer une fois les règles comprises et les règles vous avez déjà. Donc la vraie force du PEA, ce n'est pas juste de payer moins d'impôts, c'est de ne pas en payer pendant la phase de construction. Comme c'est une enveloppe capitalisante, on n'a pas de fiscalité annuelle, on a une fiscalité que sur les retraits. Donc nos intérêts qu'on a gagnés, on peut les réinvestir et on profite des intérêts composés, donc vraiment faire croître notre patrimoine de manière exponentielle. Maintenant, dans la prochaine partie, on va voir concrètement ce que tu peux acheter dans un PEA et surtout comment certains ETF permettent d'aller bien au-delà de l'Europe, parce que comme on l'a vu, normalement dans le PEA, c'est uniquement des titres européens. Donc partie 5, ce qu'on peut acheter dans un PEA. Maintenant qu'on a compris la logique fiscale du PEA, on va voir maintenant très concrètement ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire dans notre PEA. Donc là, c'est une partie que beaucoup de personnes font mal, comprennent mal et ça leur fait faire des mauvaises stratégies. Donc dans un PEA, tu peux acheter toutes les actions d'entreprises françaises cotées. C'est le cas le plus simple et le plus propre fiscalement. Donc avec des entreprises comme LVMH, Total Energy, Sanofi, L'Oréal, Schneider Electric. Bref, ces entreprises sont parfaitement éligibles. Et donc c'est pour ça que le PEA est particulièrement intéressant si tu veux détenir des actions françaises en direct sur le long terme. Mais le PEA ne s'arrête pas à la France. Tu peux aussi acheter des actions d'entreprises dont le siège est situé dans l'UE ou dans l'espace économique européen. Concrètement, Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Belgique, pays nordiques, etc., etc. Je ne vais pas tous te les faire. Mais attention, certains pays souvent cités en Europe ne le sont pas, comme par exemple la Suisse ou le Royaume-Uni. Et donc le principe est assez simple. Le siège de l'entreprise, comme je te l'ai dit, doit être situé dans l'UE ou dans l'EEE, l'espace économique européen. Et c'est là que le PEA devient vraiment très puissant. Tu peux acheter des ETF spécialement conçus pour être éligible au PEA. Donc des ETF européens, mais pas que. Tu as des ETF qui respectent une règle clé, ils doivent être investis à au moins 75% en actions européennes ou utiliser une structure conforme. Et c'est là que le PEA devient vraiment extrêmement puissant. Et donc rapidement, un ETF, c'est un actif dans lequel on va suivre un indice donné. Donc un indice, c'est vraiment un ensemble d'actifs qui vont suivre plusieurs règles, comme par exemple le CAC 40, les 40 plus grosses boîtes cotées en France, le S&P, les 500 plus grosses boîtes cotées aux États-Unis. Et donc cet ETF, ça permet de diversifier rapidement, tu as plein d'entreprises d'un coup. Aussi, ça te permet de réduire le risque qu'il y a une entreprise. Par exemple, le CAC 40, on a 40, donc si une entreprise fait défaut, tu as les 39 autres qui rattrapent. Et ça te permet aussi d'investir avec peu de frais, parce que les ETF, comparés à d'autres fonds, on a vraiment des frais très faibles. Et en général, pour beaucoup d'investisseurs, les ETF sont vraiment le cœur logique d'un PEA. Et sur un PEA, ce qu'on peut faire, c'est d'avoir des ETF qui ne sont pas que européens. Mais du coup, comment c'est possible? Et c'est souvent la question qui surprend le plus. En théorie, le PEA est limité à l'Europe. Et pourtant, tu peux investir dans des ETF qui répliquent par exemple le MSCI World, les 1600 plus grosses entreprises des 23 pays développés dans le monde, le S&P 500, les 500 plus grosses boîtes cotées aux États-Unis, le Nasdaq, les 100 plus grosses boîtes tech aux US et bref, plein d'autres indices. Et du coup, comment c'est possible?
C'est possible grâce aux ETF synthétiques. Un ETF synthétique ne détient pas directement les actions de l'indice qu'il réplique. À la place, il détient un panier d'actions européennes qui sont éligibles au PEA. Il utilise un contrat financier qu'on appelle un swap avec une contrepartie qui, elle, a les titres de l'indice et donc ces titres de l'indice ne sont pas européens. Et ça lui permet d'échanger la performance de son panier contre celle de l'indice cible. Et donc pour toi, en tant qu'investisseur, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas capter la performance de l'indice visé, donc des marchés qui ne sont pas européens, et cela tout en restant dans le cadre fiscal du PEA. Et ce mécanisme, c'est très répandu, encadré et 100% légal. Et aussi, il faut être aussi très clair sur les interdictions. Dans un PEA, tu ne peux pas acheter directement des actions non européennes, donc des actions américaines, Apple, Microsoft, Amazon. Ces actions, tu ne pourrais pas les avoir en tant qu'action individuelle sur PEA, mais tu pourrais les avoir via des ETF avec des structures synthétiques sur ton PEA. Aussi, tu ne pourras pas avoir par exemple des obligations, parce que le PEA, c'est le plan d'épargne en action, donc c'est que des actions. Obligations, ce ne sont pas des actions. Pareil pour les matières premières, pareil pour des crypto-monnaies, etc., etc. Donc c'est uniquement des actions. Mais du coup, pourquoi ces choses sont interdites? C'est pas un hasard ni une contrainte arbitraire. L'État français a créé le PEA pour premièrement encourager l'investissement en actions, soutenir le financement des entreprises européennes et surtout favoriser l'investissement long terme des particuliers. Et du coup, en échange de cet avantage fiscal très puissant, on accepte un cadre plus strict sur ce qu'on peut acheter. Et c'est justement ce cadre qui rend le PEA simple, disciplinant et extrêmement efficace sur le long terme. Maintenant, dans la prochaine partie, on va entrer dans le détail des ETF sur PEA, comment les comprendre, capitalisant, distribuant, physique, synthétique, les frais, le tracking et les dividendes. Bref, on va comprendre en détail tout ce qu'il faut savoir sur les ETF sur le PEA. Donc partie 6, ETF sur PEA. Maintenant qu'on sait qu'on peut utiliser des ETF dans un PEA, et quasiment tous, il faut comprendre comment ils fonctionnent réellement. Parce que la différence entre un bon ETF et un mauvais ETF sur 20 ou 30 ans, ce n'est pas un détail. C'est des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros de différence. Donc on va clarifier les points clés très simplement. Donc un ETF peut gérer les dividendes de deux façons. Donc les dividendes, c'est la partie des bénéfices qui est distribuée aux actionnaires. Donc un dividende distribuant verse ses dividendes en cash sur ton compte espèce du PEA. Alors qu'un ETF capitalisant réinvestit automatiquement ses dividendes à l'intérieur de cet ETF. Et sur le long terme, surtout si ton objectif est de construire du capital, le capitalisant est souvent plus efficace. Tu n'as pas de cash qui dort, pas de décision à prendre et ça te fait plus d'intérêts composés et souvent moins de frottements fiscaux intermédiaires. Et c'est pour ça que dans une logique long terme sur PEA, les ETF capitalisants sont vraiment majoritaires dans les bonnes stratégies. Maintenant, la réplication physique vs la réplication synthétique. Un ETF à réplication physique détient réellement les actions de l'indice qu'il suit. Un ETF à réplication synthétique utilise un contrat financier pour reproduire la performance de l'indice qu'on appelle un swap. Et donc ces deux méthodes existent depuis longtemps. Ces deux méthodes sont réglementées et les deux peuvent être très bien gérées. Et dans un PEA, la réplication synthétique est très utilisée parce qu'elle permet, comme on l'a vu tout à l'heure, d'accéder à des marchés mondiaux tout en respectant les contraintes du PEA avec les règles européennes et parfois aussi d'optimiser la fiscalité sur les dividendes étrangers. On va revenir sur ça après. Aussi, on peut souvent avoir un mythe du risque des ETF synthétiques. C'est plus compliqué, on utilise des contrats financiers, des swaps, et c'est une peur assez répandue et est souvent mal comprise. Donc oui, un ETF synthétique utilise une contrepartie via un produit financier qu'on appelle le swap, mais le risque est encadré par la réglementation. Il est plafonné et les grands émetteurs utilisent des garanties et des mécanismes de protection. Dans la pratique, le risque synthétique est souvent en vrai moins important que le risque comportemental de l'investisseur qui panique ou qui fait presque n'importe quoi. Et en général aussi, un ETF synthétique suit mieux un indice qu'un ETF physique. Et donc ça veut dire que la qualité de réplication d'un ETF synthétique est souvent meilleure qu'un ETF physique. Et la vraie question n'est pas du coup physique ou synthétique, mais est-ce que tu comprends comment ton ETF fonctionne vraiment et pourquoi tu l'as choisi? Si un ETF synthétique, tu ne le comprends pas du tout, alors ne va pas dessus. Mais si tu le comprends et que ça fait du sens pour toi, alors oui, c'est une bonne idée. Maintenant, on va aborder un autre point, les frais. Les frais sont un point absolument central et pourtant très sous-estimé. Quand on parle des frais d'un ETF, on parle surtout du TER, Total Expense Ratio. C'est le coût annuel prélevé automatiquement par le fonds pour fonctionner. Tu ne le vois pas passer, il est directement intégré dans ta performance. Et concrètement, sur des ETF assez gros comme le MSCI World, S&P 500, Eurostoxx 600, les meilleurs ETF sont aujourd'hui autour de 0,10 à 0,20% de frais par an. On a certains qui montent à 0,3 voire 0,40% de frais par an. Ça reste acceptable dans certains cas. Au-delà de 0,5% pour un ETF, c'est en général assez cher. Ça peut faire sens si on va sur des niches, des spécificités, vraiment des choses très thématiques. Et du coup, pourquoi au-dessus de 0,5 pour moi c'est trop cher? Parce que sur le long terme, les frais s'additionnent et se multiplient de manière exponentielle. Et ça vient vraiment grignoter tes performances, ta performance nette sur le long terme. Et donc un écart de 0,1 à 0,2% sur 10, 20 ou 30 ans, ça te fait des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros d'écart. Donc c'est pour ça, toutes choses égales par ailleurs, privilégie toujours l'ETF le moins cher. Autre chose à prendre en compte, c'est la tracking différence. C'est tout simplement l'écart entre la performance de l'ETF
et celle de l'indice qu'il est censé répliquer. Donc si un indice fait plus 8% sur une année, tu as donc un écart entre ce que tu aurais dû avoir et ce que tu as. Et ça vient des frais de transaction, de la manière dont l'ETF est répliqué, physique ou synthétique, parfois aussi de petits décalages techniques, et c'est totalement normal. Un bon ETF ne cherche pas à battre son indice, son objectif c'est de le suivre le plus fidèlement possible après frais. Donc ce qu'il faut regarder, ce n'est pas un écart ponctuel sur une année, mais le comportement dans le temps. Et donc un tracking différence faible et surtout régulier, année après année, c'est généralement un très bon signe de ton ETF. Ça veut dire que la structure de l'ETF est saine, la gestion est efficace et les coûts sont assez bien maîtrisés. A l'inverse, un ETF qui décroche souvent de son indice, donc la qualité de réplication n'est pas bonne, ou dont l'écart varie fortement sans raison claire, ça mérite qu'on s'en méfie un peu plus. Donc en pratique, sur les grands ETF, bien construits, la tracking différence est souvent assez faible et c'est exactement ce qu'on recherche. Maintenant, partie 7, quelle stratégie adopter sur un PEA? Donc à ce stade de la vidéo, tu as compris ce qu'est le PEA, comment il fonctionne, sa fiscalité et ce que tu peux acheter dedans. Mais maintenant arrive la vraie question, celle qui fait toute la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent. Comment investir concrètement sans se tirer une balle dans le pied? Parce que le PEA est une arme puissante, mais mal utilisée, elle peut devenir frustrante, stressante et inefficace. L'objectif ici, ce n'est pas de te donner la meilleure stratégie du monde, c'est de donner des stratégies qui fonctionnent dans la vraie vie. Donc ce que je vais dire maintenant, c'est pas un conseil d'investissement, c'est uniquement un partage d'opinion. Cas numéro 1, tu es débutant. Donc si tu débutes, il faut être très clair sur une chose. Ton ennemi numéro 1, ce n'est pas le marché, c'est toi-même, ton stress, ton impatience, tes doutes, tes comparaisons, les vidéos top 5 actions que tu vois partout sur les réseaux. Bref, c'est ça qui va détruire ton portefeuille. Donc la priorité absolue quand on débute, ce n'est pas l'optimisation, c'est d'avoir un plan. C'est vraiment être au clair sur ce qu'on doit faire et le tenir sur plusieurs semaines, plusieurs mois et vraiment comprendre comment ça fonctionne et avoir des nuances. Et une stratégie simple et efficace pour commencer, qui est vraiment assez bateau mais qui fonctionne, c'est un ETF MSCI World. C'est un ETF sur lequel on va suivre les 1600 plus grosses boîtes cotées des 23 pays développés dans le monde. Et du coup, pourquoi cette stratégie peut être assez puissante? Parce qu'avec un seul ETF, on est exposé du coup à des milliers d'entreprises, ça dans plusieurs pays, dans plusieurs secteurs, et ça sans avoir à faire de choix permanents. Et le mieux, c'est d'investir régulièrement, tous les mois, de ne toucher à rien et de laisser faire le temps travailler. En plus, sur ces ETF, on a des frais assez faibles, ils sont très bien gérés comme ils sont assez gros. Et cette stratégie, un énorme avantage psychologique, elle est ennuyeuse. Et en bourse, l'ennui est une qualité. Moins tu as de décisions à prendre, moins tu peux faire d'erreurs. Et il existe d'ailleurs une étude assez marrante qui est devenue mythique chez Fidelity Investments. Et les chercheurs ont voulu savoir qui étaient leurs clients les plus performants. Et le résultat a fait rire tout Wall Street. Les meilleurs investisseurs étaient ceux qui avaient oublié qu'ils avaient un compte, ou même ceux qui étaient morts. Et pourquoi ça? Parce qu'ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas paniqué, ils n'ont pas vendu pendant les cracks, ils ont laissé la magie des intérêts composés faire leur travail. Et c'est une leçon d'humilité à retenir, mais aussi une leçon de sagesse. En bourse, ce n'est pas l'action qui rapporte, c'est l'inaction intelligente. Moins tu bouges, plus tu gagnes. Maintenant, une stratégie long terme plus simple. Une fois que tu comprends mieux les mécanismes de base, que ton horizon est clairement long terme et que tu sais que tu n'auras pas besoin de cet argent avant longtemps, tu peux aller un peu plus loin et ça sans tomber dans le piège de la complexité. L'idée ici, ce n'est pas de multiplier les ETF, c'est de donner un rôle clair à chaque ligne. La structure reste la même, un cœur de portefeuille très large qui fait l'essentiel du travail et ce cœur, lui, capte la croissance globale de l'économie mondiale, avec par exemple les États-Unis, l'Europe, le Japon, les grandes entreprises internationales, tous secteurs confondus. Ensuite, tu peux ajouter un ou deux ETF complémentaires, mais uniquement si tu sais précisément ce qu'ils apportent en plus, si tu sais ce qu'il y a dedans. Par exemple, un complément géographique, si tu veux renforcer une zone spécifique que le cœur sous-pondère, comme par exemple les pays émergents, qui peuvent être plus volatiles, mais avec une dynamique différente sur le long terme. Tu peux aussi avoir un complément avec des entreprises plus petites, des petites capitalisations qui n'ont pas le même comportement que les géants mondiaux, ou même un complément sectoriel très ciblé. Parce que si tu sais pourquoi tu veux t'exposer davantage à un secteur précis, comme la santé, l'industrie ou l'énergie, et que tu acceptes que tu puisses sous-performer longtemps, alors là, ça peut faire sens. Donc la logique saine, c'est qu'il faut que tu aies un cœur de portefeuille qui fasse l'essentiel de ton travail, et qu'à côté, tu aies des compléments qui apportent une nuance, pas une révolution, que vraiment tu comprennes ce que tu fasses et que tu aies des vraies convictions dessus. Et donc surtout, comme je te l'ai dit, il faut que tu aies un cœur dominant. Et c'est là que la règle simple entre en jeu. Si tu enlèves un ETF et que ton portefeuille ne change presque pas de comportement, c'est qu'il était probablement inutile. Et il y a beaucoup de personnes qui empilent des ETF très proches. Un ETF monde, un ETF États-Unis, un ETF tech des États-Unis. Bref, ils empilent des ETF qui se ressemblent. Et sur le papier, on peut dire que ça fait diversifié, on a plein de lignes, mais dans la réalité, ce sont souvent les mêmes entreprises qui sont dedans, les mêmes moteurs, les mêmes risques. Et un bon portefeuille, ce n'est pas celui avec le plus de lignes. C'est celui où chaque ligne a une fonction précise, identifiable, et dont tu comprends le rôle quand le marché monte
et surtout quand le marché baisse. Moins de lignes, mais plus de sens. Et c'est souvent là que la performance durable commence. Une stratégie un peu plus dynamique, mais quand même attention au piège, parce que cette stratégie s'adresse à un public précis, des personnes qui ont un peu plus de compétences, qui arrivent à mettre de la nuance dans leurs investissements, et pas des débutants qui débutent et qui n'ont pas du coup ces nuances. Donc ces investisseurs qui ont déjà vécu des baisses, qui savent ce que ça fait de voir un portefeuille à moins 10, moins 20, voire même moins 30% sur plusieurs semaines, plusieurs mois, et qui ne paniquent pas. Et donc ça veut dire d'accepter d'aller chercher des moteurs de performance plus agressifs, mais aussi plus irréguliers, avec des pertes plus probables. Donc ce type de portefeuille peut être très performant sur le long terme, mais il est rarement confortable. Et il faut être clair sur un point fondamental. Plus une stratégie est dynamique, plus elle peut sous-performer, et ça pendant longtemps. Et c'est normal, c'est pas un bug, c'est le prix à payer pour un potentiel de performance à très long terme plus élevé. Donc le vrai danger, c'est pas la stratégie en elle-même, le vrai danger, c'est le comportement de l'investisseur. Parce que ce genre de stratégie, ça implique forcément des périodes de sous-performance par rapport au marché global, mais aussi des phases où tu auras plein de doutes sur tes choix, des moments où tu auras l'impression que ça ne marche plus ou que tu es juste un idiot. Et donc, si tu choisis une approche plus dynamique, tu dois accepter à l'avance tout ce que je viens de te dire. Et donc, mieux vaut une stratégie simple que tu tiens pendant 20 ans qu'une stratégie brillante que tu abandonnes au bout de 2 ans. Aussi, autre question que beaucoup de débutants se posent, combien d'ETF faut-il vraiment? Et c'est une question que j'entends partout. Et la réponse est souvent vraiment très contre-intuitive. Et je pense que c'est beaucoup moins d'ETF que tu ne le penses. Dans l'immense majorité des cas, un ETF, ça peut vraiment suffire. 2 à 3, c'est très bien. 4 à 5, c'est assez. Et au-dessus de 5, dans la plupart des cas, c'est inutile. Parce qu'après, on va multiplier le risque de chevauchement, de complexité inutile et le besoin constant de surveiller. Et aussi la multiplication des frais qu'on sous-estime énormément. Et donc, pour comprendre aussi pourquoi trop d'ETF pose problème, il faut parler d'un concept que beaucoup ignorent, c'est l'overlap ou le chevauchement en français. Donc, le chevauchement, c'est quand plusieurs ETF contiennent en réalité les mêmes entreprises. Sur le papier, tu as l'impression de vraiment pouvoir diversifier. Dans les faits, c'est pas du tout la même chose. Tu empiles souvent les mêmes poids lourds. Par exemple, tu as un ETF MSCI World, S&P 500, Nasdaq. Comme je te l'ai dit, à la fin, dedans, tu auras les mêmes entreprises. Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Google. Bref, ton portefeuille, tu as des lignes différentes, mais dedans, tes entreprises, c'est les mêmes. Et donc, tu es très concentré et tu es exposé aux mêmes risques. Pour résumer, pour moi, un portefeuille simple est en général plus simple à tenir qu'un portefeuille trop complexe avec trop d'ETF, trop de lignes. Aussi, une autre question que beaucoup d'investisseurs se posent, des débutants, est-ce que je fais 100% ETF sur mon PEA ou est-ce que j'ajoute aussi des actions sur mon PEA? Et donc, concrètement, ce qu'on entend parfois, les actions individuelles ne sont pas mauvaises. Elles sont même fondamentales dans l'investissement. La réalité, c'est qu'un bon portefeuille repose souvent sur une allocation intelligente entre gestion passive et gestion active en fonction de ton profil d'investisseur. ETF et actions individuelles ne sont pas opposés, ils sont plutôt complémentaires pour moi. Parce que la partie passive, donc tes ETF, ça sert à capturer la performance globale moyenne des marchés et d'assurer une diversification large, de réduire les erreurs et de construire une base solide et robuste dans le temps. Donc ça, c'est le socle du portefeuille. Après, tu peux avoir une partie active via les actions individuelles qui sert à exprimer des convictions, mais aussi d'investir dans des entreprises que tu comprends très bien et potentiellement de faire mieux que le marché sur une petite partie de ton capital. Après, dis-toi que tu n'as pas forcément besoin de rajouter ton socle actif des actions individuelles. Tu peux uniquement faire des ETF si tu es suffisamment à l'aise. Mais si tu veux aller plus loin, oui, tu peux ajouter des actions individuelles. Mais pour ces actions, il faut vraiment comprendre ce que tu fais. Ça veut dire comprendre le modèle économique de l'entreprise, savoir pourquoi tu achètes, savoir pourquoi tu la conserves, que tu sois conscient des risques, des ratios financiers, de la politique de l'entreprise, qui sont les humains derrière. Bref, que tu comprennes en détail c'est quoi cette entreprise, c'est quoi son business, c'est quoi les risques, c'est quoi les défis auxquels cette entreprise fait face. Maintenant, autre question qu'on peut avoir, c'est est-ce qu'il faut investir en une seule fois ou d'investir progressivement? Donc, investir tout d'un coup en une seule fois, ce qu'on appelle le lump sum. Par exemple, tu as 10 000 euros, tu les investis maintenant. Le DCA, donc le Dollar Cost Averaging, c'est investir progressivement. Par exemple, tu as 12 000 euros, tu investis 1 000 euros par mois pendant 12 mois. Et sur le papier, qu'est-ce qui est le plus rentable? Et ça, c'est le débat éternel qu'on entend. Et les études sont assez claires dessus. Statistiquement, investir le plus tôt possible est souvent plus rentable. Donc, investir tout d'un coup, c'est en général plus rentable que faire du DCA. Mais attention, les statistiques ne vivent pas tes émotions à ta place. La vraie question, c'est pas qu'est-ce qui est le plus optimal mathématiquement, mais qu'est-ce que tu peux tenir sans paniquer. Et pour ça, le DCA a 3 gros avantages. Premièrement, ça t'enlève la pression du timing parce que ça lisse les points d'entrée, ça te moyenne ton coût d'achat. Deuxièmement, ça s'adapte naturellement à un salaire mensuel, donc à ta capacité d'épargne tous les mois. Et donc, c'est pour ça que la majorité des investisseurs, surtout au début, ils utilisent plutôt du DCA parce que c'est une stratégie plus saine et plus simple à adapter psychologiquement. Après, le lump sum peut avoir du sens. Tu peux mettre une grosse somme au début, puis après, avec l'argent que tu dégages tous les mois, étaler cette somme pour pouvoir faire un mix entre lump sum et DCA. Maintenant, partie 8, le PEA dans une stratégie globale. Jusqu'ici, on a parlé du PEA comme d'un outil en soi. Mais un investisseur efficace ne raisonne jamais produit par produit. Il raisonne avec l'ensemble des produits. Donc, le PEA n'est pas là pour tout faire, il est là pour jouer un rôle précis
au bon endroit, au bon moment. Ce que tu peux faire, c'est le PEA plus le CTO, le compte titre ordinaire. Ça, c'est le duo plutôt croissance. Ton objectif principal, c'est la croissance du capital. Le cœur de la stratégie repose souvent sur le couple PEA plus CTO. Le PEA, c'est ta base, c'est l'enveloppe prioritaire pour tout ce qui est éligible, actions européennes, ETF actions long terme, ETF monde, via la réplication synthétique par exemple. Et pourquoi? Parce que fiscalement, c'est la meilleure enveloppe fiscale pour investir sur le marché actions sur le long terme. Après 5 ans, tu supprimes l'impôt sur le revenu et donc sur 20 ou 30 ans, ça change tout. Mais le PEA a des limites, comme on l'a vu, tu ne peux pas investir sur des actions qui ne sont non européennes. Et par ailleurs, tu as un plafond de versement de 150 000 euros. Et c'est là que le CTO entre en jeu. Le CTO sert à investir sur des actions étrangères en direct, accéder à certains ETF non éligibles PEA ou d'autres classes d'actifs à compléter intelligemment. Et aussi sur le CTO, tu n'as pas de limite de versement. Donc la logique saine est simple, tout ce qui peut aller sur le PEA, on va sur le PEA. Et tout ce qui ne peut pas l'être ou quand on a rempli à fond le PEA, on peut aller sur le compte titre ordinaire. Aussi un autre combo qu'on peut faire, c'est PEA plus assurance vie ou PEA plus compte titre plus assurance vie. Là, c'est une construction plus long terme, plus patrimoniale. Une fois la croissance mise en place, l'assurance vie vient compléter la stratégie sur le temps long. L'assurance vie, ce n'est pas un concurrent du PEA ou du compte titre, c'est plutôt un complément stratégique, un complément patrimonial. Là où le PEA est très orienté action, l'assurance vie permet d'ajouter de la stabilité, de diversifier au-delà des actions et de préparer des objectifs sur le long terme via la transmission. Concrètement, l'assurance vie, c'est souvent utilisé pour investir en fonds euros, donc c'est un placement qui est garanti par l'assureur, aussi sur d'autres classes d'actifs, obligations, immobilier, SCPI, etc. ou des ETF complémentaires si besoin. Ça offre aussi une grande souplesse, une enveloppe capitalisante. On peut faire des arbitrages sans fiscalité. Après 8 ans, on a aussi un avantage fiscal. Et en cas de succession, on peut transmettre jusqu'à 152 500 euros par bénéficiaire et ça sans impôt. Et donc dans une stratégie bien construite, on a le PEA et le CTO qui construisent la croissance et l'assurance vie qui assure de la structure, de la stabilité et qui optimise dans le temps en cas de succession. Maintenant, partie 9, comment bien démarrer concrètement. Donc on a vu ce qu'est le PEA, comment il fonctionne, quoi mettre dedans et comment l'intégrer intelligemment dans une stratégie globale. Maintenant, on arrive à la partie la plus décisive, l'exécution. Parce qu'en réalité, ce n'est pas là où les gens manquent de connaissances qu'ils échouent, c'est plutôt qu'ils ne font rien ou qu'ils ne font pas assez. Et par exemple, le choix du courtier est donc absolument fondamental. Pas parce qu'il va te rendre meilleur investisseur, mais parce qu'un mauvais choix de PEA peut te faire perdre beaucoup d'argent en frais, en contraintes inutiles et en erreurs évitables sur le long terme. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé un comparatif complet des meilleurs PEA en 2026. Banque en ligne, courtier, frais réels, ETF disponibles, qualité de l'interface, qualité du support client, bref, tout y est. Si ça t'intéresse, le lien est dans la description. Honnêtement, vas-y, c'est totalement gratuit. Ça va te permettre de comparer en détail l'ensemble des solutions qui sont disponibles. Donc bref, pour te faire un court résumé, il y a une logique assez simple. Un mauvais PEA, c'est un PEA avec trop de frais, peu d'actifs disponibles et une interface pénible plus un support vraiment pas bon. Alors qu'un bon PEA, c'est plutôt l'inverse. C'est simple, c'est pas cher avec un large choix d'ETF, une expérience fluide et un bon service client. Donc premièrement, les frais. On a les frais de courtage, les frais sur les ETF, les frais sur les actions, les frais annexes, bref. Pris séparément, ça semble anodin. Mais quand on prend tous les frais sur 20 ou 30 ans, quelques dizaines de pourcents peuvent représenter des dizaines voire des centaines de milliers d'euros d'économie. Ensuite, le choix d'actifs est disponible. Tu dois pouvoir accéder facilement aux grands ETF, aux actions qui t'intéressent. Parce que si tu n'as pas les actions qui t'intéressent sur ton PEA, ta stratégie va être limitée et c'est vraiment un mauvais signal. Troisième chose, regarde aussi l'interface. Une interface sur laquelle tu as des doutes, sur laquelle tu ne comprends pas, sur laquelle ça ne te donne pas envie d'investir, du coup, tu ne vas pas investir ou pas assez bien et ça va vraiment limiter et gâcher ta stratégie d'investissement et du coup tes performances que tu pourrais avoir. Au niveau des fonctionnalités, regarde ce que peut faire de l'investissement programmé sur la plateforme et enfin regarde la qualité du service client. Si tu as des soucis, si tu as des pépins et que tu dois les contacter et qu'ils sont injoignables, bref, ça va te rendre fou et ça va vraiment te bloquer. Donc, pour que tout ce qu'on vient de voir ne reste pas théorique, je vais te laisser avec quelque chose de très concret. Un plan d'action simple, applicable dès maintenant. Et ça, sans te prendre la tête. Donc, première étape, choisis ton broker intelligemment avec le comparatif complet que je t'ai donné. Vraiment, prends le temps, télécharge la ressource dans la description. Après, deuxième étape, une fois que tu es au clair sur le meilleur broker pour toi, ouvre ton PEA. Même si tu n'investis que peu au début, le simple fait d'ouvrir ton PEA lance le compteur fiscal. Et sur le PEA, le temps est ton meilleur allié. Plus tu l'ouvres tôt, plus tu prends de l'avance, même sans gros montant. Troisième étape, tu définis une stratégie simple. Inutile de vouloir tout optimiser dès le départ. Tu prends un ETF que tu comprends, tu mets dessus des investissements tous les mois et après semaine, mois après mois, tu vas optimiser ta stratégie pour avoir quelque chose de plus poussé. Quatrième étape, si tu peux, mets en place un investissement régulier. Même si le montant est modeste, ce qu'il faut, c'est d'investir avec régularité sur un temps long. Donc soit la plateforme te permet d'investir de manière régulière, soit tu te mets des rappels tous les mois pour investir tous les mois le même montant. Cinquième étape, enfin, ne touche presque à rien. Et c'est souvent l'étape la plus difficile. On veut toujours ajuster, optimiser pour avoir des petits pourcentages d'optimisation. Mais dans la majorité des cas,
ces petites optimisations, c'est plutôt des choses qui vont nous faire perdre de l'argent. Donc si tu as une stratégie sur laquelle tu es au clair, tu la laisses pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et après tu fais un check-up complet et là tu vas vraiment changer ta stratégie pour avoir un truc que tu comprends. Maintenant, dernière chose que je veux qu'on voit ensemble, c'est les erreurs les plus fréquentes que je vois sur le PEA, celles qui sabotent la performance sans que les gens s'en rendent compte et comment les éviter. La première est probablement l'une des plus coûteuses sur le long terme, c'est de se tromper sur la fiscalité, une fiscalité un peu cachée. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le PEA après 5 ans, c'est moins d'impôts et c'est réglé, mais en pratique, c'est vrai, mais c'est incomplet. Le piège, ce sont les dividendes étrangers et la retenue à la source au niveau des fiscs étrangers. Parce que quand une entreprise étrangère verse un dividende, son pays d'origine prélève souvent un impôt avant même que l'argent arrive sur ton PEA. Et sur un PEA, contrairement à un compte titre ordinaire, tu ne peux pas récupérer ce prélèvement via un crédit d'impôt. Parce que sur le PEA après 5 ans, tu n'as pas d'impôt, c'est uniquement des prélèvements sociaux. Donc tu ne peux pas avoir un crédit d'impôt comme tu n'as pas d'impôt. Donc résultat, tu touches moins que prévu. Ta performance nette est amputée chaque année et il y a beaucoup d'investisseurs qui découvrent ce point vraiment beaucoup trop tard, une fois que le portefeuille est déjà construit et que revenir en arrière devient vraiment trop compliqué. Donc comprendre cette subtilité dès le départ, ça permet de faire les meilleurs choix sur la place et des actions étrangères à dividendes dans un PEA. Et pour moi, c'est vraiment pas un détail technique réservé aux experts, c'est une erreur que je vois partout sur la plupart des débutants. Deuxième erreur très fréquente, acheter trop de lignes différentes et trop souvent. À chaque mouvement inutile, tu ajoutes des frais, parfois de la fiscalité et surtout du bruit émotionnel. Le PEA n'est pas fait pour être un terrain de jeu. Plus tu bouges, plus tu augmentes les probabilités de te tromper. Les meilleurs résultats viennent rarement de l'hyperactivité, mais surtout de la constance. Troisième erreur, c'est de multiplier les lignes inutiles. Beaucoup pensent que plus ils ont de lignes, plus ils sont diversifiés. En réalité, c'est souvent l'inverse. Ils empilent des ETF qui se chevauchent, détiennent les mêmes entreprises plusieurs fois et compliquent inutilement leurs résultats. Et donc à la fin, on a plus de stress, plus de surveillance et ça sans vrai gain de diversification ni de performance. Donc éviter ces erreurs, ce n'est pas chercher la perfection, c'est simplement enlever les obstacles inutiles entre toi et la performance long terme. Et pour finir, je vais répondre à des questions fréquentes que j'ai beaucoup eues par message privé. Peut-on perdre de l'argent sur un PEA? Donc bien sûr oui, si les marchés baissent, ton PEA baisse aussi. C'est pas garanti, mais tu peux pas perdre plus que ce que tu as investi. Deuxième question, peut-on transférer un PEA? Oui, on peut transférer son PEA et ça sans perdre l'ancienneté fiscale. Juste le transfert peut prendre pas mal de temps. Maintenant, que se passe-t-il si la loi change? Du coup, les changements sont en général progressifs et non rétroactifs. Après, peut-on ouvrir un PEA sans investir tout de suite? Oui, tu peux ouvrir ton PEA, ça va déclencher le compteur fiscal. Faut-il déclarer son PEA chaque année? Non, tu n'as pas besoin. Tant qu'il n'y a pas de retrait, tu n'as rien à déclarer. Peut-on dépasser le plafond du PEA? Oui, tu peux dépasser le plafond, tes gains peuvent dépasser, mais le montant investi doit être au maximum à 150 000 €. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo sur le PEA. Donc, si tu es encore là, vraiment bravo, tu as compris ce que c'est le PEA, à qui il s'adresse, comment il fonctionne concrètement, sa fiscalité réelle, ce que tu peux mettre dedans, un comparatif un peu des meilleurs PEA pour moi en 2026. La ressource est totalement gratuite et elle est en description. Donc n'hésite pas à la télécharger pour avoir vraiment une comparaison, une vue complète de ce qui est possible, ce qui n'est pas possible et c'est quoi les meilleures solutions pour ton profil particulier. Et maintenant, c'est le plus important qui commence pour toi. La différence entre les personnes qui ont des résultats et celles qui n'en ont pas, c'est vraiment l'action. C'est exécuter son plan. Donc ouvrir le bon PEA, choisir une stratégie simple et qu'on tient sur le long terme et investir régulièrement. Donc maintenant, tu as toutes les ressources pour être autonome sur ton PEA. Tu peux continuer à apprendre et avancer à ton rythme. Comme je te le dis, maintenant, tu as toutes les bases pour le faire intelligemment et tu as l'ensemble des ressources en description. Mais si tu sens que tu veux aller un peu plus loin, un peu plus vite, que tu veux gagner du temps et éviter d'autres erreurs classiques et construire une vraie stratégie sur le long terme claire et structurée, alors aussi je peux t'aider. Avec mon équipe au sein de mon académie, on accompagne des investisseurs réellement motivés à structurer leur PEA, leur portefeuille global et surtout leur comportement sur le long terme dans leurs investissements. Et dans cet accompagnement, on ne promet pas des miracles. On construit des stratégies cohérentes adaptées à chaque situation avec une vision long terme. Donc si ça t'intéresse et que tu veux en savoir plus, je te propose un appel d'audit personnalisé gratuit avec un membre de mon équipe. L'objectif, c'est pas de te vendre quelque chose à tout prix, c'est d'échanger, de comprendre tes objectifs, ton horizon, ta situation et de voir si notre approche est alignée avec la tienne. Si ce n'est pas le cas, on te le dira clairement. Et si c'est le cas, on t'expliquera comment on peut t'accompagner pour aller au bout des choses. Et si ça t'intéresse, on pourra travailler ensemble. Si ça ne t'intéresse pas, eh bien on donnera le maximum de valeur. Bref, tu as toutes les informations dans la description. Donc si ça t'intéresse, réserve un appel, c'est 100% gratuit. Donc si cette vidéo t'a été utile, pense à la liker, à la partager à quelqu'un qui se pose des questions sur le PEA. Et surtout, abonne-toi à la chaîne parce que je te prépare plein d'autres vidéos pour tout comprendre à l'actualité économique et à l'investissement à long terme.